Pourquoi on se tait? Voilà. Pour préserver ce que je vous ai dit, pour préserver un certain équilibre fragile d'une société qui très vite peut se déliter, peut se démailler. Et l'inceste est au cœur de la société, au cœur. Là, on dépense des millions d'argent, des millions d'euros pour le terrorisme. Très bien. Mais le vrai terrorisme, c'est-il pas la violence que l'on fait aux enfants? Et puis quand je vois les victimes qui viennent en parler, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a encore beaucoup plus de femmes. Donc je me dis, tiens, peut-être que si on avait davantage de femmes dans les rôles décisionnaires, dans les fonctions de décision, peut-être que ça aurait avancé plus vite jusqu'à présent. On n'en serait pas encore là à donner la définition de l'inceste. C'est un crime et ça se traite au tribunal d'abord. Bon, si les victimes ont des problèmes, elles peuvent aller chez les psys, mais c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire qui concerne la société. Une société qui ne respecte pas ses enfants est un pays qui va mourir. Dans un pays ambigu, il ne peut pas y avoir une institution, un corps de métier qui ne le soit pas. C'est pour ça que je dis que globalement, c'est une bataille culturelle qu'il faut mener. Plus on en parlera, plus ceux qui l'ont subi pourront en parler, voire même ceux qui le font, hein, donc les pères ou mères qui abusent sexuellement leurs enfants, se reconnaîtront, s'interrogeront, pourront entendre qu'il y a un truc qui ne va pas et pourront peut-être aller se faire aider. Je veux dire une chose, mais je n'arrive peut-être pas. dans une soirée, il suffit juste d'aborder le sujet pour que quelqu'un vienne vous voir pour dire. Il faut montrer une ouverture pour qu'une nièce ou un neveu ou une sœur, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de tolérance et moins de haine. Enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre que ton voisin se marie avec un mec? Mais franchement, enfin, c'est pas ta vie, quoi. Des sujets comme le nôtre sur l'inceste, il ferait mieux de se battre pour des choses, je dirais réelles, mais oui. Il faut des fois savoir aussi que si on fait pression, si on change les choses, qu'est-ce qu'on va déclencher? Est-ce qu'on ne peut pas déclencher des choses pires que la situation actuelle? L'éclatement des familles, je disais. Si ça fait éclater la moitié des familles en France, qu'est-ce qu'on aura gagné? Mais il y a un moment où si tu es avec des gens qui sont malsains, qui t'ont, entre guillemets, vampirisé depuis que t'es môme, bah même si c'est ultra dur, que c'est atroce de perdre ta famille parce qu'elle éclate à cause de ce sujet, une fois que tu as dépassé ce moment où c'était atroce parce que ça reste ta famille, et ben c'est libérateur. Qui a subi l'inceste qui détruit la famille, hein. C'est l'autre. Oui, mais en France, on considère que c'est celui qui parle. Voilà. Oui, mais c'est ça aussi qu'il faudrait arriver à rebasculer dans le bon ordre des choses. Notre travail associatif de dire qu'il faut un vrai statut à la victime. Les holocaustes, par exemple, ça a été un gros tabou aussi. Après-guerre, on ne voulait pas en parler. C'est pas qu'on le niait, mais enfin, on ne voulait pas en entendre. Et puis après, je pense que le fait d'en avoir parlé, d'en avoir fait des documentaires, tout le monde maintenant a conscience qu'il s'est passé quelque chose de terrible et qu'il ne faut surtout pas que ça se reproduise, quoi. Journaliste, je sais que les enfants peuvent mentir. Tout le monde sait que les enfants peuvent mentir. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « les adultes peuvent mentir ». Et j'ajoute que les adultes, ils savent mentir avec beaucoup plus de sophistication. Jamais cru. Et donc, le simple fait qu'on les écoute, on reconnaisse le caractère criminel du geste, c'était là, véritablement, le départ. Comprendre ça, pense qu'en parler, ça sert à rien, puisque c'est fait, et ça ne va pas changer les faits. C'est ça. Sauf qu'en parler, bah si, ça sert, quoi. Ouais, c'est ça. Et toutes les personnes qui ont été en thérapie peuvent en témoigner. Quand ils arrivent au groupe de parole, ils sont comme ça. À la fin du groupe, ils sont comme ça. Et au groupe suivant, ils sont comme ça. Si enfant, j'avais pu rencontrer une personne qui était en capacité d'accueillir cette parole, ben, peut-être que j'aurais pas eu tout ce chemin de galère par la suite. Les enfants, c'est un véritable fléau social qui n'est pas encore pris en compte par la société. Et de ce point de vue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Jusqu'aux années 2000-2005, il n'y avait pas une heure de formation dans le cursus des médecins sur les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on les
on n'apprenait pas à de jeunes médecins à reconnaître des signes de violence sexuelle. Mais ça arrangeait tout le monde. On ne voyait rien. Donc, puisqu'on ne voyait rien, c'est que ça n'existait pas. Il faut tout faire pour que les agresseurs savent qu'ils peuvent être repérés, punis, aidés aussi. Les prédateurs n'ont peur de rien, quoi. Enfin, ils manipulent tellement leurs victimes de toute manière qu'ils arrivent à passer à travers les filets. Maintenant, je pense que le fait de dénoncer, le fait de porter l'action en justice, ça libère la parole. Et ça c'est important par contre. Un enfant dit « je suis victime ». L'agresseur dit « effectivement, je reconnais ». Ben, comparution immédiate. Hein. Pourquoi traîner 5 ans? Et pour les auteurs qui ne reconnaissent pas... S'il y a une expertise médico-légale qui est imparable, ben, ma foi, ça sert à ça les expertises. Hein. Si on ne peut pas leur faire confiance, ben, il faut qu'on réfléchisse et il faut qu'on repense tout notre système pénal. S'il y en a 2 ou 4 millions qui ont été victimes, ça voudrait dire qu'il y en a au moins 4 millions qui ont été auteurs, et ceux-là, ils ne sont pas tous en prison. Heureusement, parce que sinon, dites donc, il y a du boulot pour construire des prisons pour tous ces gens-là. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, je sais que dans les cours de récréation, il y a des insultes qui sont pédophiles. Bon. Peut-être que s'il y a une insulte qui s'appelle l'incestueux, les enfants vont comprendre d'où ça vient. Quel mal il y a à poser la question? Si la personne n'a rien vécu, ben c'est merveilleux, tant mieux pour elle. Mais si la personne a vécu des trucs, soit ça éveille quelque chose chez elle qu'elle avait enfoui, soit ça libère sa parole et elle se sentira écoutée. Il faut que les adultes en parlent, il faut qu'ils entendent des choses dire là-dessus. Parce que ça va lui faire comprendre ce qui lui arrive. Même moi, ça m'est arrivé, j'étais quand même pas toute petite, j'avais 6 ou 7 ans. J'avais déjà, je veux dire, j'allais à l'école, je m'exprimais, j'avais une ouverture au monde. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il faut que les victimes sachent où s'adresser, il faut que ça soit ouvert et pas caché, parce que si les victimes voient que les autres aussi ont honte, alors qu'elles-mêmes elles ont honte, on ne va pas s'en sortir, c'est le cercle vicieux. Et il faut que la société leur montre que malheureusement ça arrive encore et que heureusement on sait ce que c'est et qu'on va les aider. On doit dire aux enfants qu'ils doivent refuser si une manière d'être avec eux les met mal à l'aise. Je crois qu'il y a des mots quand même très précis, parce que être mal à l'aise, c'est pas « j'aime pas ». Parce qu'autrement les enfants ils vont dire « ah bah tu m'as puni, j'aime pas, donc je te dénonce ». Donc il faut bien... Voilà, c'est du côté de ce qui met mal à l'aise un enfant, et en ajoutant, enfin moi c'est quelque chose que je fais avec les enfants que je croise, bon, forcément je suis un peu déformé, de leur dire, et j'ajoute toujours, y compris si c'est moi. Et bien d'emblée, quand on pose des choses comme ça les met à l'aise pour pouvoir en parler. En général, si vous parlez à une mère ou à une enseignante, « oh oui, quand il aura 11-12 ans, ou quand elle aura 10-11 ans », c'est trop tard. C'est trop tard. Presque la moitié des agressions sexuelles ont lieu avant l'âge de 9 ans. À peu près le quart en dessous de l'âge de 5 ans. Donc la prévention, c'est tout de suite, c'est dès la naissance qu'il faut que l'enfant ait droit à son corps. Pour moi, la prévention, elle doit se faire auprès des adultes. En aucun cas auprès des enfants. Un enfant, il a besoin d'être éduqué. N'oublie pas qu'à force de marteler, c'est le principe de la belle vue à la télé. Oui, telle boisson, bon, on va l'acheter cette boisson-là parce que on l'a vue à la télé. Donc, à force de dire il y a telle ou telle chose, on peut aussi réveiller les perversions. Parce que plus la victime sait qu'on n'a pas le droit de la toucher, plus elle va, si jamais elle est victime, elle risque de se dire « je le savais que c'était possible, j'aurais dû me protéger, si je ne me suis pas protégée, c'est de ma faute ». C'est déjà ce que pensent beaucoup de victimes, sans qu'il y ait de prévention. La prévention ne doit pas amplifier le sentiment de culpabilité. Si sa mère écoute bien, au lieu de se dire « ouais, c'est une histoire d'enfant ça », si elle écoute bien et qu'elle lui dit « tu as raison, je vais m'en occuper moi parce que je suis ta mère, je suis l'adulte, ça ne va pas recommencer, je vais te protéger ». L'enfant saura que s'il y a quelque chose de plus grave, quelque chose de dégoûtant, sa mère, elle, ouvrira l'oreille et lui dira « oui, je comprends,
tu es dégoûté, c'est tout à fait normal, tu as raison, tu as bien fait de m'en parler, je prends la chose en charge. C'est la prévention de l'avenir, c'est fabriquer la famille de demain, où il sera possible de parler des choses les plus graves, de se réunir pour se parler des choses les plus graves et trouver des solutions et ne pas rester entre soi et demander de l'aide à l'extérieur, parce que c'est ça aussi. Hein. L'inceste est un interdit de s'ouvrir sur le monde. Et d'ailleurs, on voit des enfants de victimes qui ont les symptômes d'une personne abusée, alors qu'elles n'ont pas été abusées. Oui, les symptômes post-traumatiques, ouais, c'est clair. C'est remettre un tabou sur un tabou, enfin, moi je trouve que c'est pas possible. On voit des gens qui ont été victimes, qui n'en ont pas parlé, et leur fils a abusé de leur fille, de sa sœur. Que dans les familles de génération en génération, ça se reproduise, parce que oui, on l'a entendu, ça a été raconté, ça donne envie, si je puis dire. Voilà. Oui, mais ce n'est pas une transmission génétique, hein, c'est une transmission culturelle, ça peut dire. Hein. Mais oui, ça se retrouve. Oui. Mais on ne peut pas dire que c'est général non plus, donc on ne peut pas faire une loi. C'est bien aussi l'anonymat. Je vais voir un groupe de parole, je dis, il me semble, parce que je vais peut-être pas commencer par ça, que mon père touche ma sœur. Il y a eu plein de pistes de ça, et si je suis en face de spécialistes, ils pourront peut-être me dire, mais en fait non, dans ce que tu nous racontes, il se passe rien. Ou peut-être si, dans ce que tu nous racontes, en fait, tu es en train de nous raconter quelque chose de très grave. Et du coup... De quoi? Oui, pardon, non. Et du coup, avoir cette première porte d'accès, qui est pas du tout la résolution du truc, hein, mais qui au moins est une possibilité pour quelqu'un qui voudrait qui voudrait en parler, briser le silence. En fait, j'ai eu des ados, 12 ans à 18 ans quand même, et j'ai simplement parlé de mon histoire avec ma fille. Toutes les deux, on a parlé de notre histoire, et alors que c'était des enfants qui étaient suivis par des enseignants, bien sûr, et il y avait des psychologues, il y avait des infirmières, enfin, il y avait tout un personnel spécialisé autour de ces gamins qui avaient d'énormes problèmes par ailleurs. À l'issue de cette séance, 3 jeunes filles ont dit avoir été violées. Alors, dont 2 victimes d'inceste. Et les enseignants sont tombés sur le cul, quoi. Ils savaient qu'elles avaient un problème, ils ne savaient pas. Quoi, et c'est en parlant. Attention à la façon de nous définir, et puis à partir de ce moment-là, on va balayer la honte. Parce que la honte, c'est un sentiment totalement inutile. Moi, je me rappelle de notre institutrice. Oh, elle était dure. Mais elle faisait une demi-heure de morale tous les matins. Mais quelque part, cette morale, elle nous apprenait plein de choses. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on se met debout, on respecte nos anciens, on respecte la personne âgée, on lui donne la place. Mais c'était aussi, on respecte ses parents, les papas ils ne rentrent pas dans les chambres des petites filles. C'était plein de petites choses comme ça. Et je me disais finalement, elle avait raison notre institut. En parler tôt, finalement, ça casse tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument en parler à ses enfants quand on a aussi été victime, parce que ça fait partie de notre histoire, mais ça fait partie forcément aussi de la leur. Parce que je sentais qu'il y avait une grosse barrière en fait au niveau de la famille et qu'on ne pouvait pas s'en sortir. En fait, il fallait demander une aide extérieure. Et je lui ai dit que si elle en parlait au psychiatre, en fait, ça serait déjà bien. Et en fait, elle en a parlé au psychiatre, donc le psychiatre m'a demandé de venir. Et il m'a dit que ma mère, elle avait 48 heures pour aller déposer plainte à la brigade des mineurs, sinon c'est lui qui le ferait. Donc, je ne sais pas si c'est une solution, en tout cas, ça a été la mienne, pour que mon frère s'arrête. La personne présumée agresseur peut se retourner contre la personne qui a dévoilé les faits. Et ça, il faut vraiment aussi que ça bouge. On a pu le reprocher à certains enseignants ou directeurs d'école qui convoquaient les parents, par exemple. Un enfant qui fait des révélations d'inceste, on convoque le père. La catastrophe à éviter. Il vaut mieux se tromper en donnant une alerte qui n'aboutit à rien, plutôt que de ne pas donner l'alerte en disant « je ne suis pas sûre ». Mais en revanche, on s'en tient là. Et ce qui est très important, c'est que tous les acteurs, qu'ils soient médecins, intervenants scolaires, sportifs, parents, etc., sachent que face à ce type de révélation, ils ne doivent pas se comporter en enquêteurs, ils doivent alerter tout de suite, et notamment par un signalement, mais aussi par une information préoccupante, alerter la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil général, enfin du Conseil départemental maintenant, pour lancer une évaluation. En fait, il faut juste plus de budget pour embaucher plus de gens qui ont le temps d'analyser ces procédures en profondeur. À la crypte des Yvelines, ils sont 4, je crois. C'est tout. Travailleurs sociaux. Une auditrice nous disait, voilà, moi, j'ai vu un homme qui avait des gestes déplacés avec sa fille dans le bus.
comment réagir? Est-ce qu'il faut que je suive cette personne? Est-ce qu'il faut que je fasse un signalement? Est-ce qu'il faut... Voilà, comment faire? Alors, il y avait plein de propositions qui étaient mises en avant. Prenez des photos, essayez de voir. Bon, mais en réalité, c'est très compliqué quand ça se passe comme ça. Mais maintenant, où on a vraiment moins d'excuses, c'est quand c'est quelque chose dont on a eu connaissance directement. On est un peu plus... on a passé le stade du doute. C'est vraiment qu'on a eu des éléments précis. À ce moment-là, il est normal et presque... J'allais dire, il devrait être presque automatique d'aller faire ce signalement. Vous pouvez toujours être témoin d'une révélation. Vous allez pouvoir témoigner qu'une petite fille a raconté que son père avait des gestes déplacés avec elle, mais vous ne pouvez pas raconter les gestes parce que vous ne les avez pas vus. Nous, les 2 signalements qu'on a eus, c'est passé par des copains privilégiés de celui qui subissait. Tout à fait, voilà. Qui a confié à un enseignant, qui a confié à moi au CPE. Tout un cirque. C'est la raison, ça confirme bien l'exemple que je prends. Je leur dis, les filles, c'est votre... Non, mais ça ne marchera pas autrement. Ça ne marchera pas autrement. Je leur dis toujours, les filles, c'est votre copine, les gars, c'est votre copain. On part bien là-dessus. Il ne va pas le dire de lui-même. Je veux dire, si on ne lui pose pas la question, il ne va pas le dire de lui-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que les médecins devraient, quand ils tombent sur un enfant qui présente des comportements qui pourraient inquiéter, ça devrait faire partie de la grille de questions, quoi. Mon fils cadet a pu commencer à parler parce qu'un gastro qui lui avait fait plein d'examens lui a dit « Monsieur, vous n'avez rien, est-ce que par hasard vous auriez subi des choses dégoûtantes dans l'enfance ?» Il a eu de la chance. Et puis, si c'est un travailleur social qui dénonce des faits, eh bien, ce travailleur social va avoir du souci à se faire au niveau du boulot. Comment se fait-il qu'en France, il y a une centaine de médecins généralistes qui ont été sanctionnés par le Conseil de l'ordre des médecins pour simplement avoir fait des signalements? C'est absolument scandaleux. Et que le Conseil de l'ordre n'ait pas de compte à rendre. Parce que le Conseil de l'ordre est un ramassis, un groupe de vieux médecins conservateurs, conventionnels, qui ne veulent pas entendre parler de ces affaires-là. Néanmoins, la loi a changé et maintenant, le médecin doit signaler. Il n'est pas obligé. Il doit le faire, mais il n'est pas obligé. Il y a des nuances comme ça qui font que le médecin, en général, se protège contre cet univers judiciaire qu'il ne connaît pas. Donc c'est déjà écrit dans le code de déontologie, mais ce n'est jamais ni connu des médecins, personne ne connaît cet article, ni exploité pour protéger les médecins, qui ont été, comme Catherine Bonnet et moi-même d'ailleurs, nous avons été très embêtés par les conseils de l'ordre. Ce ne sont pas les signes cliniques les plus importants. Le plus important, c'est le dévoilement. Et ça, l'enfant parle quand quelqu'un est capable d'entendre. Un enfant, par exemple, peut dévoiler la première fois qu'il voit un médecin en consultation. Il peut mettre aussi 6 mois, 2 ans. Et puis parfois, il dévoile par bribes. Parce qu'il teste. Il teste la réaction. Et les médecins qui n'ont pas signalé des maltraitances ont été poursuivis. Voilà. Après, la question, c'est que comment vous allez prouver que le médecin savait. Donc, on revient toujours à mon problème de preuve. Face à des enfants qui présentent des symptômes dont on ne comprend pas l'origine, je n'ai pas peur de poser des questions simples, ouvertes. C'est ça le fond du problème. Et qu'ensuite, qui n'aient pas peur de signaler leurs soupçons, qui ne craignent pas des représailles juridiques, qu'il n'y a que 0,5% d'enfants qui signalent par eux-mêmes et il n'y a que 0,1% d'agresseurs qui se signalent par eux-mêmes. Donc en fait, ce qui est important à l'occasion d'une obligation de signaler, ça permet d'identifier les enfants et plus la détection sera précoce, plus le signalement sera précoce et moins les victimes souffriront. On a connaissance de faits, mais effectivement, personne ne dit rien, on ne veut pas se mouiller, et puis on attend que ça passe, on ferme les yeux. Bon, ça, c'est un comportement qui, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, n'est plus admissible. Il faut que ce soit imprescriptible pour que, premièrement, la société pose clairement « ce n'est pas possible ». Parce que quand il y a un délai de prescription, ça veut dire qu'il y a des fenêtres de tir, finalement, où on autorise, quelque part. Donc il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde que la violence sexuelle est interdite. Les magistrats, il faut qu'ils tournent tous les 3 ans pour avoir leur promotion. Donc on les incite, on ne fait pas en sorte qu'ils restent, on les incite justement à tourner, au turnover. Et donc rien n'est fait à fond, parce que dans un dossier d'instruction qui dure 5 ans, ben vous avez parfois 3 juges qui vont avoir eu accès au dossier. Quand il y a un gars qui se fait prendre, un gars ou une femme, parce que, bon,
alors là, ils morflent. Alors là, c'est... Voilà. Et on dit, vous voyez, il n'y a pas de problème, nous, on sait traiter le... Non, non, non. Et c'est clair que les auteurs d'agressions sexuelles intrafamiliales sont ceux qui récidivent le moins. Et c'est ceux qui prennent les peines les plus longues. Il y a quelque chose d'un peu curieux quand même là-dedans. La récidive, ça sera réservé au couillon qui s'est fait prendre parce qu'il n'a pas pris assez de précautions en commettant ses crimes. Non, non. L'inceste, c'est un viol à répétition. La loi qui est utilisée pour les violences sexuelles, c'est la même pour les adultes et pour les mineurs. Donc ça, c'est totalement anormal parce qu'un mineur ne peut pas... Enfin, il est déjà sous autorité de l'adulte. Donc, le problème de la menace, contrainte, violence surprise, là, c'est de fait. Mais dans certains pièges des mots, où l'enfant dirait « il ne m'a pas agressé », et où parfois des avocats arrivent en disant ben, « vous voyez, l'enfant était consentant, donc il n'y a pas eu d'agression ». Le nombre d'enfants qui ont été victimes d'inceste et qui, des années après, m'ont dit si j'avais su, j'aurais rien dit ». Parce que ce qu'on leur a fait subir dans la procédure, au moment du procès, etc., c'est pas tellement digne d'une grande démocratie et d'un système judiciaire, quoi. Lors d'un colloque, là encore, je me souviens d'un pédopsychiatre qui défendait la version « les enfants mentent toujours » et qui confondait classement sans suite avec mensonge. Et il disait, dans un congrès, pédopsychiatre, chef de pôle dans la région où il était, en disant mais on sait bien que les enfants mentent. La preuve, c'est qu'il y en a 85% des signalements qui sont des non-lieux parce que c'est des mensonges. Enfin, j'espère rien. Je sais que la justice actuellement est mal faite. Je sais qu'il n'aura rien. Que normalement, ça devrait être jugé aux assises parce que c'est un crime, ce que j'ai vécu. Maintenant, il y a de très fortes chances que ça passe en correctionnel. Donc déjà, la peine sera forcément moindre. Donc ça, bon, bah voilà, il faut être conscient de ça et l'accepter. Après, je me dis juste, bah tant pis, au moins, j'aurais mis la justice face à cette responsabilité, j'aurais dénoncé les faits, j'aurais dénoncé cette personne. Je me dis, j'espère quand même qu'il va en chier pendant quelques heures avec les flics, lors de l'interrogatoire. Et j'essaye de me dire que ça, c'est suffisant. Je l'ai appris avec AIVI. Une maman qui soupçonne, ou même qui en a la preuve, que son mari est l'auteur d'agressions sexuelles ou de viols sur son enfant, quand elle va porter plainte, elle ne doit pas porter... Enfin, il vaut mieux pour elle ne pas porter plainte contre son mari, mais porter plainte contre X. Parce que si elle porte plainte contre son conjoint, on va lui dire oui, c'est parce qu'elle veut divorcer, ou elle est en instance de divorce. Il y a toujours des failles en fait qu'un avocat pourra toujours trouver en disant « Ah non, mais c'était pas un viol parce qu'en fait il lui a juste mis dans la bouche donc ça compte pas, etc. » Pour les victimes, il est important à la fois qu'on poursuive celui qui a commis les faits, qui est indébutablement un auteur d'un fait extrêmement grave, mais aussi sans doute ceux ou celles qui savaient qu'il n'a rien fait. La victime subit des confrontations. Ce qui est quand même hallucinant. Des confrontations dans le bureau du juge à côté de son agresseur. C'est incroyable qu'on fasse subir ça à des victimes alors qu'on a des moyens technologiques, audiovisuels, de faire autrement. Donc si l'enfant nous dit qu'on a touché à ses fesses, on peut lui demander parle-moi plus de ça, toucher à tes fesses. Donc on va juste reprendre les indices, les mots de l'enfant pour l'aider à élaborer un peu plus dans son discours, plutôt que d'aller avec des questions hautement suggestives. Ce sont des hommes, des femmes qui se sont perdus sur leur route, qui ont acté des gestes inappropriés, qui doivent subir une sanction, mais pas une incarcération ad vitam aeternam. Il n'y en a qu'un que j'ai vu qui m'a dit je m'attendais à avoir une peine plus longue. Il avait pris 15 ans, je crois, ou 12 ans, je crois. Mais il se sentait tellement coupable qu'il se voyait bien finir sa vie en prison, lui. Mais sinon, ils disent tous qu'il n'y a pas besoin d'autant de temps pour se reconstruire. Un père qui a touché sa fille pendant des années, il va prendre 3 ans avec sursis. Ouais. C'est adapté. On peut les mettre dans des lieux où il n'y a pas de barreaux. Pourquoi ne pas créer des services, des structures spécialisées pour ces genres de personnes, pour ces auteurs de crimes sexuels, crimes et délits sexuels intrafamiliaux, avec une possibilité de soins, avec une possibilité de travail? Ils n'ont pas peur.
Même pas peur, m'a dit une fois un agresseur. Ça veut tout dire. On voit les enfants, on essaye de les aider, on les prend en thérapie, on fait le signalement, on écrit au procureur. Et là, tout bloque. Le procureur classe sans suite. Donc tout est classé sans suite. Si on a un signalement à faire, on sait à qui on doit le faire. Cette démarche-là est très claire. Et une fois que la démarche est faite, ben, ça ne tombe pas non plus dans un trou noir. Il y a une concertation qui se fait. Ça évite aussi que les enfants soient interrogés par les intervenants sociaux, ensuite par les policiers, ensuite par les procureurs. Parce qu'au moment où l'enfant est rencontré, habituellement, c'est les policiers qui vont mener l'audition avec les enfants. Cette audition-là, elle est filmée. Et il y a un DVD, donc un enregistrement qui va aller au procureur, un pour les intervenants sociaux et un pour les policiers. Donc, ça fait que les trois peuvent avoir accès au discours détaillé, au récit détaillé de l'enfant. Et donc, ça évite qu'on soit obligé de re-questionner l'enfant trop souvent. Et je pense que d'être reconnue victime, c'est le premier pas de la guérison. Parce que la victime, elle est tellement dans son mal-être, dans son mal vécu, qu'elle ne se croit plus elle-même. Alors pourquoi dans des affaires, dans des dossiers criminels, est-ce que l'adulte est présumé innocent et l'enfant présumé coupable de mensonge? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la victime? Quel statut on lui donne? On peut lui dire, on a entendu que tu étais victime, on a entendu que tu avais subi des choses, on te croit, mais on ne peut pas poursuivre, parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de preuves et c'est la justice française. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de preuves. C'est à charge. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des procureurs un petit peu plus virulents qu'en veuille. Ce qui n'est pas le cas. C'est l'entente par l'entente multisectorielle sur les mauvais traitements pour les enfants, fait en sorte que les intervenants sociaux, s'ils reçoivent une plainte, ou les policiers, s'ils ont aussi un signalement qui rentre, une plainte, sont tenus de se concerter avec le procureur chez nous qui est en charge au niveau de la judiciaire des enquêtes. Donc, ces trois personnes-là sont obligées de se concerter dans le déroulement, donc savoir qui va voir l'enfant, quand est-ce qu'on va le voir, dans quelles circonstances. Donc, si l'enfant a besoin d'être retiré du milieu familial, si on a besoin d'avoir un mandat pour faire retirer l'auteur de la famille, bien, tout ça peut se mettre en place de façon beaucoup plus efficace. Pour moi, ce qui est un petit peu compliqué, on peut comprendre qu'il y ait peut-être 2, 3 auditions de l'enfant, mais quand ce sont des auditions à répétition, c'est quand même un exercice très délicat pour l'enfant. Et après, ça peut venir très rapidement influer un petit peu sur le sens de sa parole. Mais on a aussi, dans les milieux de la victimologie, des gens pervers, que l'on sait pervers, et qui travaillent dans ces milieux-là parce qu'ils ont une vraie jouissance à voir des gens qui ont été victimes. Donc ça aussi, c'est extrêmement dangereux parce que ça détruit profondément, massivement des victimes. Une camarade comme ça en licence qui avait une façon de parler qui faisait un peu cette jouissance d'entendre les victimes parler, qui voulait faire victimologie, criminologie, etc. Et je sais que des enseignants lui ont dit, là par exemple, votre attitude elle est malsaine. Et c'est vrai qu'en fait elle s'est arrêtée, mais après je sais pas, maintenant elle a mon âge, elle a 23 ans, peut-être qu'avec des années de recul, elle se rendrait compte que ce qu'elle disait était pas bon, mais ça veut pas dire qu'à un instant T on peut avoir une mauvaise réaction, et en fait pas être bon pour ce domaine-là. Il faut beaucoup de souffle, il faut de l'argent pour payer des avocats. Il faut choisir un avocat compétent, il faut savoir en changer quand l'avocat pense à autre chose, ne s'occupe pas du dossier, ce qui arrive. Il faut changer de psy quand le psy n'arrête pas de dire que tout ça c'est des fantasmes et que c'est pas vrai, ce qui existe aussi toujours. Mais l'inceste, quel est le magistrat qui va vraiment s'accrocher? Se dire, moi je crois les victimes, il faut qu'on aille au bout. Vous vous rendez compte, une instruction, ça prend 5 ans. Souvent, dans une instruction, vous avez eu 3 magistrats, 3 juges d'instruction, qui n'ont pas la même analyse du dossier. Où on va? On sent qu'il y a des magistrats qui sont bons, pertinents, qui font attention à la victime. Et ça se rend compte. Mais il y en a d'autres, on se dit, mais ils parlent à la petite victime comme ils parlent au dealer. Un adulte. Qu'a dealé une tonne de cannabis, hein, pareil. T'es sûr de toi? Tu mens pas? T'as bien dit la vérité? Mais il faut quand même savoir que de très nombreuses procédures en matière de faits incestueux aboutissent à des non-lieux ou parce qu'on n'a pas de preuves. Alors, aller faire croire à des victimes qu'elles peuvent poursuivre les auteurs toute la vie de celui-ci,
ce serait leur donner de faux espoirs. Mais ça peut aussi, quand ça veut vraiment être masqué et laisser absolument aucune preuve, ça peut se passer dans des endroits un petit peu atypiques. Donc là, la téléphonie va avoir un intérêt, le bornage va avoir un intérêt. Après, il va y avoir les déclarations des différents témoins, c'est-à-dire si on a déjà trouvé que eh bien, ce parent avait un comportement inadapté avec l'enfant, ça a pu être vu par exemple, du personnel médical, ça peut être vu par l'institutrice, ça peut être vu par des membres de la famille qui vont oser témoigner. D'où souvent mon intuition qui dit « Ne prenez pas un avocat du barreau, d'où vous allez déposer plainte. Vous pouvez prendre un avocat de la France, être plus libre dans ses mouvements, voilà, et ne pas avoir leur tour de manivelle. Parce que le juge d'instruction que vous avez dans une instruction, ben vous allez peut-être le revoir au juge pour enfants, puisqu'il tourne. Puis peut-être que ce sera le JAF dans 2 ans, à qui vous allez le confronter. Donc les avocats, ils sont dans une passivité, vous voyez. D'accord. Sachant que parfois dans les délinquants, ben, il y a des agresseurs, et que l'après-midi, eh ben, vous avez la victime. Quelle décision vous prenez quand c'est la même fratrie? L'expert avait dit l'enfant n'est pas crédible parce qu'il en parle trop facilement. Alors que l'enfant parlait du pipi blanc qui colle dans les mains. J'ai lu une autre expertise, l'enfant n'est pas crédible parce que l'enfant dit que le père avait 2 zizi. Mais alors c'est quoi 2 zizi? Quand on lit un peu les déclarations de l'enfant, il en avait un normal, l'autre tout dur qu'on l'ait contre le ventre. Mais c'est la preuve de la crédibilité de l'enfant. Ils prennent une décision d'un non-lieu ou de choses comme ça, ils n'ont pas à s'excuser. Ils font une ordonnance de non-lieu. Mais ils n'ont pas de compte à rendre. Peut-être qu'ils devraient faire comme les médecins, c'est-à-dire avoir un peu une collégiale où ils sont plusieurs à se concerter et prendre une décision collective. Déjà, mettre un jeune juge avec un plus ancien. Que ce soit le monde de la médecine, mais aussi dans l'ensemble le monde des thérapeutes, des gendarmes, des magistrats, etc. Eh bien, s'il y a 2 heures sur le sujet, c'est souvent le maximum. 60% des personnes qui fréquentent la psychiatrie ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est énorme, c'est énorme. Dans le monde de la protection de l'enfance, les chiffres explosent. C'est parfois 3 heures de cours sur 5 ans de formation de psychologue. Comment est-ce qu'il peut aider les gens? Comment est-ce qu'il peut les écouter? Comment est-ce qu'il peut décoder les messages? Le nombre de victimes qui nous disent « j'ai essayé d'en parler aux psychiatres, psychologues, etc. Mais j'ai vu qu'il n'était pas prêt à entendre, pas prêt à comprendre. » La première chose à faire, c'est d'avoir de l'empathie pour la victime et de la croire. Et c'est les psychanalystes, ils sont capables de vous sortir, mais t'es sûr que c'est bien arrivé comme ça? Et quand c'est l'inceste de la mère, ils ne veulent pas entendre parler. Et celle-là, elle nous montre le rôle fondamental de la mère. Vous avez encore des psys, des éduques, des assistantes sociales qui plaident pour le maintien des liens incestueux. C'est-à-dire l'enfant est placé, mais il est obligé de continuer de voir ses parents incestueux en droit de visite. Et ça, on sait dans les suivis de recherche, grâce aux recherches au suivi de victimes, que c'est hautement traumatogène. Ça déstructure très durablement et qu'il faudrait laisser le choix à la victime de dire « je veux, je ne veux plus ». Donc, on a trouvé l'idée de changer de prénom parce que j'ai été violée par mon père. Alors qu'il y avait la prescription, etc. Donc, ça a fonctionné. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis appelée Eva officiellement sur ma carte d'identité. Et donc, ça m'a ressuscité complètement. Et j'ai écrit le 2e livre, Le sang des mots, parce que j'avais expérimenté comment la loi peut en fait vous détruire quand elle est contre la victime, ou qu'elle peut vous redonner le droit d'exister quand elle va dans le bon sens, quoi. On va se rendre compte que c'est ruineux pour la sécurité sociale, ruineux pour le pays. C'est 10 milliards de frais de santé, mais si vous réintégrez les coûts sociaux, absence au travail ou tous les coûts latéraux, eh bien là on est sur à peu près une fourchette de 100 milliards d'euros. Par an. Et puis, ça, je dis ça pour les gens qui ont un portefeuille à la place du cœur, mais enfin, quoi, un enfant, quoi, c'est l'avenir de la société, ça se respecte, ça se protège. Par exemple, nous avons mis en place un atelier thérapeutique d'escrime, eh bien, pour aller chercher et contacter ses envies de meurtre, avec une arme quelque part à la main, c'est plus facile que quand on est assis sur une chaise ou sur un divan.
Une des conséquences de l'inceste, c'est effectivement de faire exploser cette relation au temps et d'introduire un chaos au niveau de la mémoire. Et le récit, l'écriture, permet cette restructuration, le fait de réintroduire un tempo, une temporalité. On se réinscrit dans la temporalité. Il fait travailler la respiration, il fait travailler la verticalité, l'ancrage de la personne. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres techniques comme la sophrologie, l'acupuncture qui peuvent être utiles en fonction de ce que l'on recherche. Et puis, il est important aussi d'adapter les techniques thérapeutiques en fonction de chaque personne et du parcours et du besoin de chaque personne. Je conçois tout à fait que ce soit important pour quelqu'un qui a subi ou qui a traversé l'inceste, qu'elle éprouve le besoin de le raconter pour se soulager. Ça a une fonction thérapeutique. Oui, donc, on entretient la pathologie de la société comme ça. Ah ben oui, parce qu'il se trouve qu'il n'y a que des victimes de crimes horribles qui prennent la parole. Par exemple, lorsque la sénatrice Mugueddini a passé la proposition de loi 368 pour augmenter les délais de prescription, eh bien, on a fait beaucoup d'informations sur les mécanismes d'amnésie post-traumatique parce que les sénateurs, en l'occurrence, ne connaissaient pas ces mécanismes. Donc, pour pouvoir changer la loi, il faut aussi que tout le monde comprenne le pourquoi de l'importance de poser l'imprescriptibilité. Je pense que nous sommes dans des sociétés qui tenons beaucoup à notre liberté et je vois mal qu'on ait un petit œil de Moscou qui nous suivent partout et qui pourrait effectivement être positif comme prévention par rapport aux incestes, mais qui serait tout simplement invivable. La première étude expérimentale sur des personnes qui avaient des pulsions sexuelles tournées vers les enfants, c'est en 1999-2000, au moment de l'affaire de Zandvoort. Et il a dû arrêter son expérience, qui commençait à porter des fruits, parce qu'il n'y avait pas de financement. C'est-à-dire qu'on condamne des types en prison avec une injonction de soins, mais l'administration judiciaire n'a pas mis ces personnes-là en contact avec l'INSERM pour qu'ils puissent être pris en compte. C'est nul. On est nul sur cette question en France. On est nul. Le pédophile, il sait bien que c'est un robot. Ce qui peut arriver à s'illusionner, ça serait tant mieux au fond, hein, mais un robot, c'est un robot. Je trouve que c'est pas forcément les écouter et les comprendre, de leur dire Bien sûr. tu vas faire ton affaire, mais sur un Exactement. robot ce sera moins grave. Exactement. Et du coup ils sont pas forcément reconnus en tant que personne. que l'instruction, elle est pas très établie. On parle beaucoup des victimes et du fait qu'elles ne savent pas toujours à quelle porte frapper, mais c'est clair qu'un agresseur, c'est encore beaucoup plus difficile. En Belgique, il existe des associations, mais encore faut-il les connaître. Et elles sont peu nombreuses. Rien n'est fait pour aider ces personnes qui appellent au secours. Il y a une association qui s'appelle l'Ange Bleu. Et il commence à pleurer toute la nuit. Pourquoi j'étais en érection alors que c'est ma fille et tout. Là, par contre, je leur dis, c'est vraiment circonstanciel. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête que c'est pour toujours. Donc il faut qu'ils reprennent la place du père et qu'ils lui donnent la place de sa progéniture. Et ça se rétablit parce qu'il exprime ce qu'il a ressenti. C'est le cas de Mme Latif Almeret qui a dit ceux qui ont subi et ceux qui font subir, il faut leur permettre tous les deux d'être soignés, des fois de se rencontrer dans des groupes de parole. C'était ça, c'était très mal reçu par les instances publiques et par tout le monde. Hein. Plus on est d'une famille pourrie, plus c'est difficile d'en partir. Je ne parle pas d'en partir géographiquement, d'en partir affectivement, relationnellement. Plus on est dans une famille saine, plus l'individuation, la différenciation de soi sera facile. Moi, je sais que mon premier psy m'a libérée lorsqu'il m'a confié qu'on n'avait pas d'obligation à aimer ses parents. Et pour moi, ça a été une libération extraordinaire. C'est ce qui m'a permis de commencer ma reconstruction. En fait, aller dans d'autres cultures, c'est une sorte de réflexe que beaucoup de victimes ont eu. Il y a des femmes qui sont parties loin de chez elles. En fait, il faut fuir. Enfin, fuir ailleurs, quoi. C'est l'ailleurs qui peut vous reconstruire, c'est pas... L'amour, remettre au cœur de notre éducation des valeurs telles que l'amour de soi, le respect de soi, la confiance en soi, la bienveillance.
Et puis toutes les autres valeurs telles que la solidarité, la fraternité, qui sont des valeurs que nous vivons tous dans notre tête, mais très peu incarnées. Comment nourrir véritablement les incarner véritablement. C'est quoi le but de l'éducation? C'est d'avoir des enfants qui investissent leurs angoisses et leurs souffrances dans des œuvres plastiques ou littéraires, ou c'est d'avoir des enfants qui sont heureux de vivre? Alors entre le trop et le pas assez, c'est compliqué, mais un enfant qui est tout pour son parent, c'est lourd pour le môme quand même. Que vaut mieux aimer moins, mais mieux que trop. J'ai essayé de travailler soit avec la personne toute seule, soit avec sa famille, lorsqu'il y avait des contacts maintenus avec la famille, à voir comment est-ce que la famille pouvait fonctionner de façon différente pour que ça communique mieux, pour qu'il y ait davantage de distance, pour que le contrôle soit plus efficace, de manière à ce que justement l'auteur devienne celui qui va apprendre à sa famille à ne pas reproduire, à ce que les enfants ne reproduisent pas ce qu'il a lui-même commis comme acte. Et j'en ai eu plusieurs qui ont fait cela, dire heureusement que tu m'as dénoncé, parce que sinon je ne sais pas ce qu'on serait devenus tous les deux. Et je trouvais que c'était très fort de pouvoir dire cela à sa victime, parce que c'était vraiment en même temps la déculpabiliser complètement. Ce sont des souvenirs d'enfance, l'amour s'est changé en souffrance, qui ronge le cœur jusqu'à outrance, pour tous ces enfants sans défense. C'est une histoire, celle d'un tabou, qui laisse au fond un mauvais goût. Faire le deuil d'une enfance volée, qui n'a pas eu lieu, qu'on a violée. C'est un inceste gravé qu'il faut combattre, dénoncer. Des parents trompent leur confiance, pour des plaisirs fous ils offensent, caresse perverse un jour commence, fabriquant la désespérance. Faut-il laisser l'indifférence dans notre gorge, un goût de rance? Laisser ces dingues dans l'inconscience, souiller des hommes dans le silence. C'est un inceste gravé qu'il faut combattre, dénoncer. Briser l'eau mécanique d'abysse, privant les mourants d'en complices, se sentir coupable d'attirance, tout en cherchant la délivrance. C'est l'or de la parole qui coule, l'affrontement devant la foule, des mots qui roulent sur une houle, formant une plainte, une grosse boule. C'est un inceste gravé qu'il faut combattre, dénoncer.
l'envie d'enfouir pour toujours des regards des sons tour à tour qui reviennent hanter sans détour. Un mauvais rêve sans amour. Il reste pour finir la justice, ne rien lâcher qu'elle aboutisse, pouvoir se reconstruire enfin, choisir d'être heureux chaque matin.